Aujourd'hui, l'outre-mer représente 14 territoires éparpillés sur 4 océans. C'est pour la France l'avantage d'une zone d'exclusivité maritime égale à 20 fois sa superficie. Près de 3 millions de personnes y vivent sur des surfaces éclatées, aussi vastes qu'un sixième de la France hexagonale. L'océan Atlantique regroupe dans l'arc antillais, mon pays, la Guadeloupe, puis la Martinique. La Guyane, elle, se trouve sur la partie nord-est de l'Amérique du Sud. Beaucoup plus au nord, les îles de Saint-Pierre et Miquelon se situent non loin de Terre-Neuve. Dans l'océan Indien, en bordure de la côte est africaine, il y a Mayotte, les îles Éparses et au large de Madagascar, la Réunion. D'autres territoires inhabités, les îles Crozet, les îles Kerguelen et la Terre Adélie, sont dispersés à la frontière du continent blanc, l'Antarctique. Enfin, l'océan Pacifique abrite la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et ses 5 archipels, Wallis et Futuna, ainsi que Clipperton au large du Mexique. Collectivité d'outre-mer atypique, les terres australes et antarctiques françaises ou TAF sont constituées de plusieurs archipels de l'hémisphère sud et d'une portion du continent antarctique. En l'absence d'habitants permanents, elles sont administrées par un préfet basé sur l'île de la Réunion. Les îles Éparses, petites îles subtropicales situées autour de Madagascar, accueillent des militaires et des gendarmes chargés d'y affirmer la souveraineté de la France, ainsi que des chercheurs et des missions météo. Bien plus au sud, dans l'océan Indien, se trouve l'île Saint-Paul, inhabitée, et l'île d'Amsterdam, sur laquelle est installée une base scientifique permanente. L'archipel de Crozet, sous les 40e rugissants, se compose de 5 îles volcaniques. L'une d'entre elles, l'île de la Possession, accueille la base scientifique Alfred Fort. À seulement 2000 km des côtes de l'Antarctique, à hauteur des 50e hurlants, se situe l'archipel des Kerguelen. Grand comme la Corse, cet ensemble d'îles très découpées accueille la base scientifique de Port-au-Français. La France dispose également d'une base en Antarctique. À la même longitude que l'Australie, elle se trouve sur une portion du continent nommée Terre Adélie. Quelques 120 personnes séjournent chaque année dans les terres australes et en Terre Adélie pendant l'hiver, et plus de 300 personnes pendant les quelques mois de l'été austral entre décembre et mars. Ce sont principalement des scientifiques et du personnel technique. Accompagné de vents approchant les 300 km/h, a donc frappé les Antilles. Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy se trouvaient dans l'œil de l'ouragan en milieu de journée. On commence depuis une heure seulement à recevoir des informations, des images et à mesurer l'ampleur des dégâts. Stéphanie Pérez. Saint-Martin au plus fort de l'ouragan. On n'entend plus que le vent. Assourdissant. Des rafales qui avoisinent les 300 km/h. Et la pluie qui s'abat sans discontinuer. Elle fait déborder l'océan. Sur cette image, une vague qui submerge tout et emporte avec elle une habitante imprudente. L'eau qui prend d'assaut la cour de cet hôtel sous les yeux d'une femme stupéfaite. Oh my God! Look at the hotel upstairs smashed up. Oh my L'eau God! qui envahit les rues. Les voitures flottent désormais comme les bateaux. Ici, le boulevard et le port ne font plus qu'un. Depuis le port de Gustavia à Saint-Barthélemy, l'évolution de la situation au cours de la matinée. L'image de la webcam se brouille peu à peu, au fur et à mesure que les vents se renforcent. Pendant près de 10 heures, Saint-Martin et Saint-Barthélemy se sont retrouvés au cœur du cyclone. Et voici ce que les habitants ont commencé à découvrir lorsqu'ils ont pu sortir de chez eux. Oubliez les paysages de cartes postales. Les dégâts matériels sont énormes, encore difficiles à évaluer. À Saint-Martin, la préfecture et l'hôpital sont endommagés. À Saint-Barthélemy, la centrale EDF est inutilisable selon les autorités. Comme prévu, Irma est arrivé vers 2 h du matin et a frappé de toute sa puissance. Le voici filmé ce matin depuis l'avion de climatologue qui le suit depuis plusieurs jours. Depuis la station spatiale internationale, voici l'œil de l'ouragan. Une intensité sans précédent sur l'Atlantique. La population avait ordre de rester barricadée. Irma se déplace désormais vers Porto Rico et Haïti.
Dans les Antilles françaises, le confinement est levé. Les secours qui ne pouvaient pas sortir viennent seulement de commencer à intervenir. C'est une réalité qu'ignorent la plupart des touristes en Guadeloupe. Un peu à l'écart, sur ces plages de rêve, des groupes de jeunes passent ici une bonne partie de leur journée à tuer le temps. Comme 60% des moins de 25 ans en Guadeloupe, Christopher et ses amis sont au chômage. Moi, ça fait à peu près 4 ans que je cherche du boulot. J'ai passé plusieurs rendez-vous, j'ai fait des formations et tout, mais ça n'a rien abouti. Ça aboutit à rien. Vous êtes dans quel secteur? Dans la mécanique, la maintenance, les équipements industriels. Nous, les jeunes, en fait, on essaie de se débrouiller nous-mêmes, quoi. Il vit donc de petits boulots, payés au jour le jour, souvent non déclarés. La débrouille, le quotidien sur une île minée par le chômage. Pas assez d'entreprises pour faire travailler une population plus jeune qu'en métropole. Toutes classes d'âge confondues, le chômage frappe ici 26% de la population active. En métropole, c'est 10%. Face à l'ampleur du problème, les agences Pôle emploi tournent à plein régime. Une vaste salle d'attente, des entretiens individuels et des sessions de recrutement collectif. Avant toute chose, vous mettez tous vos documents de réponse dans la pochette que j'ai posée sur votre table. Ce jour-là, les candidats passent des tests pour travailler dans la restauration rapide. Et plus encore qu'en métropole, les demandeurs d'emploi doivent souvent changer de secteur. Il faut réussir à prendre sur soi et à réussir à aller ailleurs que dans la branche où on est censé exercer. C'est quoi votre branche? Moi, je suis dans l'informatique. Et là, ici, sur la Guadeloupe? Là, j'ai fait essentiellement de la restauration. Pour aider ces chômeurs, des moyens en personnel renforcés, en hausse de 18% depuis 5 ans. Aujourd'hui, il y a un conseiller Pôle emploi pour 118 chômeurs. Et ces efforts commencent à porter leurs fruits. Comme dans la principale zone industrielle et commerciale de Guadeloupe. Depuis quelques mois, les entreprises ici recrutent à nouveau des jeunes et licencient moins. Comme dans tous les départements d'outre-mer, le chômage des moins de 25 ans est en baisse en Guadeloupe, moins 6% depuis 1 an. Une embellie liée à la mise en œuvre des emplois d'avenir. Mais pas seulement. Certaines entreprises veulent croire en une reprise économique, comme cette poissonnerie. Michael Gall vient tout juste d'être recruté. Il se sent privilégié. J'ai fait des études de charcutier traiteur à Arras, en France, il y a 2 ans. Et depuis, je galérais un peu, c'est vrai, pour trouver un travail ici en Guadeloupe. Je suis resté 1 an à rien faire, non plus de 2 ans à rien faire. Franchement, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Franchement, c'est vraiment agréable d'avoir trouvé ce travail, franchement. Michael Gall est pour l'instant en CDD et encore en formation. Je vais t'aider, je vais emballer et tu vas servir le tasard, c'est ça? Mais la patronne espère pouvoir bientôt prolonger son contrat. D'ici la rentrée, il faudrait revoir encore certainement l'équipe. Et c'est vrai qu'il y a des projets d'extension sur d'autres formes de services. Le commerce est le secteur qui actuellement recrute le plus en Guadeloupe, suivi par l'hôtellerie et le tourisme. C'est une langue de bitume sur l'océan Indien. Un viaduc et bientôt une digue où passera la NRL, la nouvelle route du littoral. Coût total 2 milliards d'euros, des travaux monumentaux qui tournent aujourd'hui au ralenti. Nous voici sur le chantier commencé il y a 6 ans. 12 km de route entre Saint-Denis, la capitale, et le port, le poumon économique. Le viaduc est déjà sorti de mer, il doit être livré l'année prochaine. On est en train de tirer les enrobés là, sur la couche d'étanchéité qu'on a mis en avant. On est vraiment sur les derniers travaux de finition de cette partie-là du viaduc. La NRL longe la route actuelle, une nationale. Alors pourquoi en construire une nouvelle? La faute à cette paroi rocheuse. Lors de fortes pluies, des torrents jaillissent de la falaise qui s'effondrent sur la route. Bilan, 22 morts en 40 ans et de nombreux accidents. On a des systèmes de filets et des pièges à cailloux qui sont efficaces pour des chutes de quelques blocs, mais qui ne peuvent pas empêcher des effondrements grande masse qui pourraient atteindre la chaussée.
Coût du chantier, 165 millions d'euros du kilomètre, 20 à 30 fois plus cher qu'une autoroute. Mais ce n'est pas le seul obstacle. Pour finir la digue et la route, il manque un matériau, de la roche massive. Une partie est importée, mais pour la région, la solution se trouve sur l'île, enfouie sous ses champs. C'est le site où doit normalement se faire la carrière de la ravine du Trou, la carrière de Bois Blanc. Sur 35 hectares, une carrière à côté des maisons au bord d'une réserve marine. Les habitants s'y opposent. Ils ont déposé un recours et gagné en justice. Le projet est suspendu. On est 100% d'accord pour que cette NRL soit finie et le plus vite possible et à un coût, on va dire raisonnable, puisque de toute façon on a déjà des surcoûts qui sont énormes. Mais par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un impact environnemental irréversible sur l'île de la Réunion pour finir une route de 12 km. Pour éviter cette carrière, les opposants ont une alternative. À la place d'une digue, construire un autre viaduc. Hors de question pour ces promoteurs. On prendrait au minimum 3 ans de retard. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait recommencer toute la chaîne des autorisations administratives et notamment de repasser par une déclaration d'utilité publique. Et ça coûterait plus cher. Et ça coûterait plus cher et ce serait long. Prévu en 2020, l'ouverture de cette NRL est désormais incertaine. Et chaque jour qui passe fait grimper la facture de cette route, déjà l'une des plus chères au monde.